En podcast comme à la radio, vous écoutez RTL. Vous écoutez RTL. RTL. Les aventuriers de l'impossible. Avec Jacques Pradel et Didier Van Kovlart. Et bonjour à toutes et à tous, très heureux de vous retrouver. C'est une nouvelle édition des Aventuriers de l'Impossible, une émission préparée comme chaque jour par Perrine Suquet. C'est avec Marc Bisset aux manettes techniques de cette émission. Bonjour mon cher Didier. Bonjour mon cher Jacques. Et aujourd'hui on peut dire tout de suite à ceux qui nous écoutent qu'ils vont tout savoir. C'est tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur la lévitation, sans parfois oser le demander. On va essayer de vous apporter des réponses à ce sujet qui fait toujours sourire mais qui est aussi un sujet sérieux. Je pense qu'on va pouvoir vous le prouver tous les deux, puis tout à l'heure avec notre invité. Mais c'est vrai que quand on dit lévitation, tout le monde sait ce que c'est, hein, Didier, parce que tout le monde a vu David Copperfield un jour à la télé. Beaucoup d'entre nous ont lu Tintin au Tibet et n'ont jamais oublié Foudre bénie, ce moine tibétain qui s'élève dans la pièce et qui d'ailleurs oublie absolument après, Harry Potter, etc. Alors la vraie question, Didier, et c'est là où on va apporter aujourd'hui un certain nombre de réponses, c'est qu'est-ce qui se passe quand il s'agit de mystique? Qu'est-ce qui se passe quand il s'agit de médium? En fait, les témoignages sont trop nombreux pour que l'unique et simple réponse soit trucage et charlatanerie. Alors, comme très souvent dans les sujets que nous abordons dans cette émission, Jacques, il y a des évidences de trucage, il y a des supercheries plus ou moins subtiles, donc de la poudre aux yeux. Et puis, il n'y a pas que de la poudre aux yeux. Et il y a parfois des cas avérés. Alors, qu'appelle-t-on un cas avéré? Eh bien, suffisamment de témoins dignes de foi, de contrôle, pour qu'il n'y ait pas d'éléments de supercherie, de trucage. Donc, évidemment, les illusionnistes sont souvent de bons experts, mais il faut aussi des scientifiques, il faut aussi des personnes qui ont l'esprit critique et ouvert, comme nous nous efforçons de l'avoir dans cette émission. Et puis une capacité d'émerveillement aussi, parce que parfois il y a des choses incroyables. Et n'oublions pas que l'étymologie de la lévitation, c'est légèreté. Ah, donc, ça veut dire légèreté. Oui, lévitatis. Lévitas, lévitatis. Oui. C'est donc être un peu plus léger que déjà soi-même ou que les conditions dans lesquelles on vit habituellement. Alors, est-ce que c'est réservé à des innocents, au sens un peu naïf? On va voir tout à l'heure un personnage absolument extraordinaire qui est l'un de ceux de ce que j'ai rencontré pendant le dictionnaire de l'impossible et qui m'a le plus marqué. Oui, moi aussi, parce que je suis pilote privé, c'est le saint patron des aviateurs. Voilà, c'est Joseph de Cupertino. Qui se déplaçait en lévitation dans son église, en marche avant, marche arrière. Parler tout à l'heure, parce que c'est à la fois l'histoire la plus désopilante qui soit et la plus sérieuse au niveau... La plus documentée. Vous avez retrouvé les minutes, si j'ose dire, du procès en béatification. Absolument. Quand même. Et puis les innombrables témoignages de gens qui ont vu ce phénomène. Mais il y a aussi les lévitations music hall, on a vu, et puis la lévitation scientifique, celles qui sont provoquées. Alors moi, je vous propose de commencer par celle-là, parce que c'est celle qui va rassurer tout le monde, parce que, autant le dire tout de suite, scientifiquement, on peut faire léviter des objets, et ça s'applique à tous les objets, parfois même à des êtres vivants, mais en tout cas jamais aux humains pour l'instant. Quoique. Parce que dans la lévitation, il y a plusieurs catégories. Vous avez la lévitation aérodynamique. Les objets sont maintenus en l'air par un flux de gaz. C'est le train. Ah non, un flux de gaz comme ça. Un flux de gaz. Ensuite, la lévitation magnétique, c'est un champ de sustentation, ou la lévitation optique, grâce à la pression radiative d'un laser. Je ne sais pas si vous avez fait déjà l'expression. Et il y a même l'expérience... Il y a même la lévitation acoustique, c'est-à-dire que ce sont des ondes sonores qui compensent la gravitation. D'accord. Donc tout ça, ça peut faire l'objet d'expériences prouvées, sans trucage et indubitables. Et qui sont faites en laboratoire. Alors c'est comme ça qu'on a fait léviter une fourmi grâce à des ultrasons. Oui. Et on a fait aussi léviter une grenouille dans un laboratoire de Nijmegen aux Pays-Bas en la soumettant à un champ magnétique surpuissant. Oui. Donc, et les Japonais ont réussi à faire fonctionner un train à grande vitesse, un peu au-dessus de ses rails. Oui. Même principe. Que le train, parce que les passagers, eux, restent assis dans leur fauteuil.
Oui, il n'y a pas d'effet secondaire, Pas d'effet absolument. secondaire pour l'instant. Ouais. Il n'y a pas d'effet. Enfin, j'ai pris Ouais. ce train et en Ouais. effet, je suis resté sur mon Mais fauteuil. dites-moi, sinon, la lévitation maximum, je suis en train d'y penser en vous écoutant parler, c'est des gens qui sont allés faire un tour dans l'espace quand même. Alors là, vous marchez sur les... Enfin, vous survolez les plates-bandes Oui. sur Mais lesquelles- aujourd'hui, on marche pas, on survole. Oui. que je vous préparais pour tout à l'heure. Ouais, d'accord. Oui, nous allons reparler de ce qui se passe sur la Lune, mais peut-être pas tout de suite. Ouais. Restons sur Terre pour l'instant, parce que, Jacques, vous êtes passé à côté de cette expérience, et moi aussi, mais tous les Parisiens ont pu l'éviter. Non. En 2011, au Musée des Arts et Métiers. Ah oui. Grâce- C'est une machine. Ouais, une plateforme allemande fournie Ouais. par le CNRS. Mhm. Et en fait, les machines arrivent, par tous les différents canaux que j'ai énumérés, à provoquer donc ce phénomène qui simplement contrarie la gravité. Le tout est de savoir si le cerveau humain, lui tout seul, peut arriver à produire ce phénomène. Et donc si des individus comme vous et moi arrivons à cela avec simplement une intention ou tout un travail mystique. Mhm. Ou bien est-ce qu'il y a besoin de... Moi, je travaille beaucoup pour être léger comme une plume. Ça marche pas pour l'instant, mais bon. Mais Je peut-être. pense qu'avant la fin de cette émission, vous allez légèrement vous élever de J'ai votre découvert- siège j'ai par contagion. j'ai découvert mon modèle dans le nouveau dictionnaire de l'impossible. C'est un Écossais qui s'appelle Douglas Home. Alors Daniel Douglas Home, c'est le champion de la lévitation mondaine. C'est-à-dire c'est vraiment un phénomène de salon On est au qui a 19e fait siècle, courir là, je crois. voilà, toute l'époque. Alors, comme toujours, on se dit c'est trop beau pour être vrai. Quand il fait ça devant Napoléon III et l'impératrice Eugénie qui certifie par écrit la réalité de ces prodiges, on se pose la question. Mhm. Lorsque Léon Tolstoï écrit à sa femme le 17 juin 1856, Daniel Douglas Home fut enlevé de sa chaise et je lui pris les pieds pendant qu'il flottait au-dessus de nos têtes. Bon, témoignage. Alors il était très célèbre pour quelque chose, ça se passait chez lui et on le voyait léviter, il sortait dehors, et il faisait le tour de Il sortait son par une appartement, fenêtre. voilà, et puis il revenait. D'accord, il y a beaucoup d'exemples, mais plusieurs fois on l'a vu, notamment depuis la rue, marcher sur la corniche. Oui, parce qu'il y avait une petite corniche. Il y a une quand même, petite qui faisait corniche. le tour de l'appart, Alors, ouais. évidemment, c'est quand Ouais. vous allez sur Internet, très souvent, vous voyez, si vous tapez Douglas Home, oui, c'est le truqueur qui marchait sur la corniche. Mhm. Est-ce qu'il est résumable à cela? Il y a vraiment des exemples qui démontrent le contraire. Mais, comme très souvent, il y peut y avoir le trucage et autre chose. Sur quoi on va revenir. Alors, on va y revenir d'ailleurs dans quelques instants, le temps d'une pause. À tout de suite. Les aventuriers de l'impossible. Les aventuriers de l'impossible. Jacques Pradel, Didier Van Kovlart. Sur RTL. Et nos questions sur la lévitation, on a beaucoup d'exemples à vous donner à ce sujet avec Didier Van Kovlart, mais il nous fallait trouver l'homme de la situation pour essayer de nous expliquer, de nous mettre sur des pistes, peut-être scientifiques, certainement scientifiques, pour essayer de comprendre comment, en dehors de l'escroquerie, en dehors de la charlatanerie, qui ne peut pas répondre à toutes les questions qu'on se pose, est-ce que la science a des réponses? Alors, je suis ravi de vous accueillir, Jean-Pierre Garnier-Mallet, bonjour. Bonjour. Vous êtes, alors on va aller vite, mais on va dire physicien de très haut niveau, même si ça vous fait rougir. Vous êtes passionné et vous travaillez beaucoup sur les propriétés du temps et également sur ce que vous appelez la loi de dédoublement du temps. Vous en parlez dans un certain nombre d'ouvrages. Je voudrais citer deux de ces livres. Changer votre futur par les ouvertures temporelles, que vous signez avec Lucille, donc, et vous-même, Jean-Pierre Garnier-Mallet. C'est un livre qui est paru aux éditions Le Temps Présent. Vous nous parlerez de notre double temporel éventuellement tout à l'heure. Et puis, je voudrais citer aussi La force de l'invisible, qui est un livre justement qui parle spécifiquement de cette science du dédoublement du temps, qui est paru au Temps Présent dans la collection Mutation. Et en fait, c'est vous, Didier Van Kovlart, qui connaissez Jean-Pierre. Oui, en fait, c'est des scientifiques avec travail. qui je travaillais qui m'ont parlé de lui en disant vous devriez vraiment le rencontrer parce que c'est vraiment aujourd'hui celui qui comprend peut-être le mieux la suite des travaux d'Einstein tels qu'il nous les avait laissés. Son niveau de publication scientifique,
les équations. Enfin voilà, ça dépasse de très loin mes compétences, mais je crois qu'il a réussi des équations, ces équations que personne n'a réussi à prouver. Il a réussi à les faire. Mais en plus, c'est quelqu'un dans la vie, c'est un vulgarisateur formidable, et c'est quelqu'un qui aide justement par ses travaux les gens à mieux dormir, à mieux appréhender, non pas parce qu'ils s'endorment dans ses conférences, mais parce que c'est bien de le dire. Justement, comment échapper à la pesanteur de ce qui nous entoure en réveillant nos énergies et surtout en réapprenant ce qui se passe vraiment dans notre sommeil. Et Jean-Pierre Garnier-Mallet, vous en parlez dans un langage compréhensible, ce qui n'est pas négligeable pour ceux qui n'ont pas fait trop d'études comme nous. C'est le plus important. Alors, il y a une piste, sérieusement maintenant, parlons de notre sujet, il y a une piste scientifique qui pourrait donner un début d'explication à ce phénomène de lévitation. Oui, évidemment, on ne parle pas des trucages dont vous venez de parler, mais il y a une chose qu'il faut savoir, c'est que comme nous sommes à la fois un corps physique et un corps énergétique, maintenant, ça y est, scientifiquement, on peut parler du corps énergétique. On a le droit. On a le droit, ça y est. On a prouvé par l'expérience, en touchant le cerveau, qu'on pouvait se décorporer. Quoique, en France, on a obtenu une illusion de décorporation. Alors, ce que j'aime bien, c'est que comme la mort est une décorporation, il faut mourir en France parce que c'est une illusion. C'est que moi, magnifique. J'adore. Donc, il y a une chose, ce corps énergétique quitte le corps physique et on a, par exemple, le sommeil paradoxal que vous connaissez ou atonie posturale complète, le corps ne bouge pas parce que le corps énergétique va chercher des informations. Bon, tout ça. C'est le moment où on rêve, notamment. C'est le moment où on rêve. D'accord. Et curieusement, on ne photographié un rêve, mais on est sûr qu'on rêve. Hein. Oui, et le plus important dans cette histoire, c'est que l'activité intellectuelle pendant le sommeil paradoxal est plus importante que pendant le sommeil normal et plus importante que pendant la journée. D'accord. Donc on reçoit des informations intellectuelles quand on rêve. Quand on rêve. Donc, alors la théorie du dédoublement du temps que j'ai mis sur pied permet d'expliquer justement ce phénomène-là. C'est-à-dire que le temps que nous percevons n'est qu'une succession de temps perceptibles et il y a des temps imperceptibles. Et dans ces temps imperceptibles, si vous changez de perception du temps, et là c'est la vitesse qui permet ça, paradoxe des jumeaux de Langevin, c'est-à-dire plus vous allez vite. Bon, non, mais n'allez pas trop vite parce qu'il y a des gens qui disent de quoi ils parlent. Le paradoxe des jumeaux de Langevin, c'est qu'on imagine qu'il y a deux frères jumeaux, on en laisse un sur un quai de gare, on met l'autre dans un train qui se déplace à la vitesse de la lumière, et quand il descend, on s'aperçoit que l'un est plus jeune que l'autre. Voilà. C'est ça. C'est vérifié, ça. C'est totalement vérifié. Donc vous avez un corps énergétique qui, pendant le sommeil, se déplace à des vitesses justement phénoménales et qui change de temps. Donc vous allez percevoir des réalités dans un autre temps. Ces réalités dédoublent la nôtre et ça permet d'avoir le temps de voir ce que vous pourriez faire dans le temps que vous avez quitté. Quand vous revenez, vous avez une expérience monumentale, mais en fait vous êtes parti une seconde. D'où les rêves prémonitoires et ce qu'on peut en faire ou non. D'abord, si on s'en souvient, et parfois, pourquoi des rêves disparaissent, pourquoi d'autres insistent et deviennent récurrents. Et alors, pour en revenir à la lévitation, donc là, à ce moment-là, c'est le corps, l'ensemble du corps qui lui-même changerait d'état. Et alors, il y a, dites-nous un mot de cette découverte scientifique extraordinaire de 1998 sur cette fameuse énergie antigravitationnelle, donc qui pourrait expliquer ce phénomène de lévitation. Exactement, c'est-à-dire que la théorie du doublement apporte trois énergies. L'énergie antigravitationnelle, heureusement justement Brian Schmidt, Saul Perlmutter et Ries en 1998 ont prouvé par l'observation d'une supernova qu'en effet il y avait une accélération foudroyante de l'expansion de l'univers. Donc l'antigravité, ça y est, 66,6%. Einstein, constante cosmologique, il a été obligé de rejeter alors qu'il avait une très très bonne intuition. Et la théorie du dédoublement... Pourquoi il l'a rejeté? Parce que ça faisait des ordres ça faisait à l'époque, pour l'establishment scientifique de son époque. Puis il voulait avoir la paix. Et surtout, on lui coupait les crédits. Il avait besoin de beaucoup d'argent pour son fils qui était malheureusement interné à Zurich, qui était un schizophrène grave. Et donc il a remis dans ses carnets. Et on lui a dit, si vous ne renoncez pas à cette théorie, vous ne serez plus invité en conférence nulle part. Et donc c'est là qu'il a dit, c'est la plus grosse idiotie que j'ai dit de ma vie. Il a fait cette espèce d'acte
très douloureux, mais la vie d'Einstein a été souvent très, très douloureuse pour des tas de raisons. Et en fait, aujourd'hui, on a la preuve qu'il avait raison et qu'il a été obligé de se contredire. C'est cette constante, justement, qui est la force énergétique qui met en valeur l'antigravitation. Alors, Jean-Pierre Garnier-Mallet, on va continuer à parler de tous ces sujets ensemble, mais avant la pause, une petite question pour essayer d'avancer encore un peu plus après ce que vous avez dit. Lorsque quelqu'un, alors qu'il soit médium, mystique ou autre, lévite, si on admet que ça n'est pas un trucage, est-ce que pour les observateurs, c'est une illusion ou est-ce que c'est une réalité ? Pour moi, je pense qu'il y a une réalité pour la simple raison que pendant le sommeil paradoxal où votre corps énergétique quitte votre corps physique, il est remplacé par un corps énergétique qui doit venir d'une autre perception du temps. Or, on sait très bien, pour ceux qui ont observé des somnambules, qu'il y a des somnambules qui font de l'équilibre avec leur corps qu'ils sont incapables de faire en étant conscient. En étant conscient. Ça signifie qu'il y a une force dans ce corps qui permet de faire des choses que consciemment la personne ne peut pas faire. Pour moi, là, c'est peut-être là la preuve que ce corps énergétique par moment peut faire des choses qui surprennent les observateurs. Alors, on va se retrouver dans un tout petit moment après la pause, bien sûr, avec Didier Van Covelart. On va vous en raconter encore un peu plus de ces histoires qui nous font rêver, nous, et qu'on assume que ces histoires nous font rêver. On va aller faire un petit tour du côté des moines tibétains. Et puis, on va aller dans cette église italienne au XVIIe siècle avec à la rencontre de ce curé volant. Joseph de Copertino. Qu'on appelait de son vivant frère volant. Et on n'avait pas tort. Les aventuriers de l'impossible. RTL, les aventuriers de l'impossible. Jacques Pradel, Didier Van Covelart. Sur RTL. Et notre invité Jean-Pierre Garnier-Mallet, physicien, qui va continuer tout au long de cette émission à nous donner peut-être des pistes en fonction des histoires qu'on raconte. On aimerait bien avoir votre décryptage, on va dire, de scientifique. Alors, allons faire un tour, Didier, du côté des moines tibétains. Je parlais tout à l'heure de foudre bénie, parce que moi, je suis tintinophile, comme vous d'ailleurs. Et dans ce Tintin au Tibet, je ne l'ai jamais oublié. Il y a une grande dame qui a beaucoup écrit et qui a beaucoup voyagé au Tibet, qui parle de lévitation de moines. C'est bien sûr Alexandra David Neil. Elle en parle dans plusieurs livres, notamment Mystique et magicien du Tibet, qui a été publié en 1929 en France, chez Plomb. Et c'est une des plus grandes exploratrices, si bien anthropologue, d'une curiosité inlassable et d'une rigueur, je crois que personne ne met en doute, et qui a été témoin visuellement de choses qu'on peut appeler des prodiges. Plusieurs cas de lévitation à des... Alors là, on est dans la lévitation mystique, on n'est pas dans la lévitation de salon, dans le musical, le phénomène. Voilà, on est sur... La grande question est de savoir, est-ce qu'un travail mystique, un niveau de concentration, un niveau d'évasion de la pesanteur peut permettre ce phénomène. Et alors, moins connu est une observation qu'elle a faite, ce qui n'était pas statique, parce que souvent la lévitation, on voit des gens qui flottent. Oui. Mais là, vous parliez tout à l'heure de la Lune, vous parliez de cette fameuse marche de kangourou d'Armstrong sur la Lune. Eh bien, elle l'a vu. Elle a vu un lévitateur, comme on dit, qui sautait avec l'élasticité d'une balle rebondissant chaque fois que ses pieds touchaient le sol. Comme s'il n'y avait plus de pesanteur sur la Terre. Voilà. Alors, oui. Donc là, on est dans un cas, et puis elle n'est pas la seule à l'avoir vu, ils étaient très, très nombreux, d'un déplacement sous contrôle, défiant tout à fait les lois physiques de la gravitation et de la pesanteur normale. Il y a eu également, pour être tout à fait honnête, des cas de lévitation truquée, aussi au Tibet. On en voit aussi quelques-unes d'aujourd'hui sur Internet, parce que c'est évidemment aussi un tourisme sensationnel. Mais on ne peut pas, en ce qui concerne David Neil, d'ailleurs personne n'a jamais mis en doute ni son honnêteté, ni sa rigueur, ni la manière dont elle essayait de déjouer les supercheries, y compris bien sûr le phénomène d'hallucination collective ou individuelle. Donc, et là, on est sur des phénomènes contrôlés. La lévitation
est présente en Occident, c'est attesté à partir du XIIe, XIIIe siècle par des témoignages, mais là, elle n'est pas contrôlée. Alors, avant de raconter les lévitations non contrôlées de notre curé volant, dont on a parlé tout à l'heure, je voudrais juste un mot peut-être de Jean-Pierre Garnier-Mallet sur ces Tibétains et les prodiges tibétains. Qu'est-ce que vous pouvez dire, vous? Est-ce qu'on peut penser, comme le disait tout à l'heure Didier, qu'une certaine pratique de la méditation ou enfin une action de la pensée sur le cerveau peut nous mettre dans des états qui pourraient rendre possible ce genre de prodige. On doit pouvoir déséquilibrer les énergies qui nous font vivre. Vous en avez 3 essentielles: gravité, antigravité et une énergie d'équilibre que montre la théorie du dédoublement du temps. En fait, vous avez l'opposition 66,6% à 33,3% qui fait 99%. Et il reste le petit chouïa de rien du tout. Oui, le delta, et regardez, un autre exemple qui m'a beaucoup marqué, qui est authentique, c'est 2 jumeaux qui tombent d'un gratte-ciel à New York, 2 Indiens qui réparaient des choses. Donc ils sont physiquement, comme dans les paradoxes de Langevin, physiquement identiques. Oui. Il y en a un, une bouillie, et l'autre, il a le petit doigt cassé, c'est tout. Alors, est-ce que ce ne serait vous pas... parlez d'une histoire qu'on raconte ou de quelque non, chose c'est qui quelque s'est chose vraiment... d'authentique. Non, C'est c'est réellement de vérifier. Ouais. C'est un prodige, apparemment. Oui. Bon, qu'est-ce qui fait la différence entre ces 2 jumeaux qui tombent du même étage? De toute façon, que ce soit du 40e étage ou du 3e étage, la vitesse est la même. Oui. Il y en a un, Qui s'en il n'y a sort. rien, Oui. et il y en a un autre, une bouillie. Il y a bien un phénomène là qu'on peut appeler un phénomène de lévitation, dans le sens qu'il a allégé son corps. Vous avez une autre histoire qui m'a marqué. C'est mon garagiste, c'est vieux comme histoire, il y a 20-30 ans. C'était le premier jour où il mettait sa ceinture de sécurité. Et tout d'un coup, il y a un camion qui déboîte, il passe sous le camion. Or, il se retrouve sur le bas-côté de la route, intact. Pour lui... Il n'aurait pas dû être éjecté puisqu'il avait sa ceinture. Incompréhensible. Est-ce qu'il n'y a pas là une possibilité, alors parfaitement authentique, comme il y en a d'autres. Il y a un bébé là qui vient de tomber il y a 1 mois ou 2 du 5e étage. Il y a eu juste un petit truc au menton en tombant sur une voiture. Donc on voit bien qu'il y a des choses où la gravité ne rentre pas en jeu. Alors là où la gravité n'est pas entrée en jeu, on le sait à cause des centaines, voire peut-être des milliers même de témoignages qu'il y a eu sur la vie de ce... plusieurs milliers, si vous parlez de Joseph. Cet homme. Bah oui, Joseph. Alors on l'appelle Joseph, mais ça sera Saint Joseph, mais plus tard. Il a failli d'ailleurs avoir des problèmes pour être sanctifié. Alors cet homme-là, il naît au tout début du XVIIe siècle. En 1603, sous le nom de Giuseppe Deza, au fin fond des Pouilles. Et... on disait que c'est l'exemple le plus étudié, et le plus flagrant, et une étude magistrale vient de lui être consacrée par Joachim Boufflet, la lévitation chez les mystiques, sur lequel vraiment il fait le point historique sur tous les documents qu'on dispose sur ce qui se passait avec Joseph. Alors au début, celui qui deviendra, comme vous le disiez tout à l'heure, le saint patron des aviateurs, c'est un neuneu, c'est un idiot du village qui désespère ses parents, et en plus il est tellement maladroit qu'on ne voit pas ce qu'on peut faire de lui. Pour les travaux des champs, c'est pas possible. Une bouche inutile, alors que faire de lui? Sinon, le refiler à l'église. Et c'est là que les problèmes vont commencer. Parce qu'il déborde de piété, mais cette piété, il ne la contrôle pas, et apparemment, elle lui fait faire des choses extraordinaires. Dont nous allons parler dans un petit instant, mais vraiment en détail cette fois, puisque Didier Van Covelart a retrouvé toutes les pièces à conviction. À tout de suite. Les aventuriers de l'impossible. Les aventuriers de l'impossible. Jacques Pradel, Didier Van Covelart. Sur RTL. Et maintenant, Didier Van Covelart va nous emmener, comme chaque jour, au-delà de l'impossible, à la lettre F. F comme frère volant. Le 4 octobre 1630, jour de la fête de Saint François d'Assise, l'un des premiers mystiques chrétiens chez qui fut observée la lévitation, Joseph est tellement anxieux d'aller célébrer les vêpres chez les sœurs Clarisse que, sitôt entré dans l'église, il vole jusqu'à la chaire, littéralement. Dès lors, il ne s'arrêtera plus.
la plus petite extase mystique, la moindre émotion, même la simple vue d'une jolie fleur, le feront décoller. En plein jour, à l'intérieur comme à l'extérieur, toujours de manière impromptue, parfois durant des heures et à des altitudes variables. Pendant plus de 30 ans, des milliers de témoins, parmi lesquels des reines, des princes, des savants et 3 papes, le verront voler. Tantôt à la manière d'une baudruche percée, enchaînant une série de loopings, d'acrobaties aériennes incontrôlables, tantôt l'air extatique, rendant grâce en vol stationnaire. Les faits paraissent déments, mais ils sont attestés par tant de témoignages et d'enquêtes que le doute n'est guère permis. Des hallucinations collectives ? Leurs conséquences sont bien réelles. Par exemple, quand il évolue en extérieur, il arrive souvent à Joseph d'atterrir au sommet d'un arbre, car ces figures de voltige s'interrompent soudain comme s'il tombait en panne de carburant mystique. Il faut alors apporter une échelle et le descendre du chêne ou de l'amandier. Autant il paraît agile dans l'air, autant sa maladresse sur le plancher des vaches ne cesse de s'accroître. Ceci expliquant cela, sa renommée se répand rapidement dans toute l'Italie. Le pape Urbain VIII, intellectuel sceptique, demande néanmoins à le rencontrer. Joseph, bouleversé par la timidité, s'agenouille devant le souverain pontife. Mais il n'arrive pas à lui baiser la pantoufle, il s'est retrouvé instantanément à 1 mètre du sol. Ému par un tel prodige, allié à une si grande simplicité, le pape lui manifeste publiquement sa dévotion. La Sainte Inquisition, elle, voit d'un très mauvais œil ce genre de pitrerie qui ressemble furieusement à une provocation du diable. À la mort d'Urbain VIII, les ennuis vont commencer pour le malheureux Joseph. Et c'est comme ça, mon cher Didier, qu'on va lui retirer son permis de vol, si on peut dire, parce que en fait là, tout ce que vous dites est absolument avéré par des centaines, voire des milliers de témoignages. Mais l'Église lui a demandé de, oui, mais l'a enfermé, quoi, carrément. Absolument. Et alors là, on a époque, oui. le témoignage le plus important qu'on a, c'est celui du cardinal Prospero Lambertini, le futur pape Benoît XIV, qui sera chargé après la mort de Joseph de Copertino d'enquêter sur son cas dans le cadre de son procès en béatification. C'est comme une instruction judiciaire. Hein. Oui. C'est en sur le même précisant principe. que cardinal Lambertini occupe les fonctions d'avocat du diable. Ouais. C'est-à-dire que c'est l'accusation. D'accord. Et son boulot, c'est de prouver que le dossier n'est pas assez sérieux, que cet homme est un truqueur, que les gens ont imaginé, ont eu des hallucinations. Et alors là, il a quand même du boulot. Et c'est un homme réputé pour une intégrité pointilleuse qui va chercher dans le dossier la moindre petite bête, l'exagération, l'hystérie collective, la fraude, tout ce qu'on veut. Mais les centaines de dépositions qu'il rassemble écartent toute hypothèse de supercherie, d'hallucination ou de prodige liés au diable aussi, parce qu'il a bien sûr été question de sorcellerie et l'Inquisition est évidemment surveillée de très près tout cela. Et les gens ne sont pas contents, parce qu'on va essayer à plusieurs reprises. Non, on l'envoie d'abord dans un monastère, mais là, il recommence en fait. En fait, c'est ce qui s'était passé avec Padre Pio, c'est-à-dire qu'on veut le séparer de ses ouailles. Il est trop connu, il est trop célèbre, et puis les gens viennent le voir aussi, il faut comprendre l'Église. Toute l'Europe accourt. Donc, c'est aussi un phénomène de foire. Oui, parce que, attendez, jusqu'à présent, mais vous n'avez pas donné le détail, moi qui m'a ravi quand je vous ai lu, parce que j'ai découvert toutes ces aventures dans le nouveau dictionnaire. Il volait n'importe quand, n'importe comment, en marche avant, en marche arrière. C'est toujours, il faisait pas des loopings, quoi, en fait. Ah, mais il en faisait. Il en faisait. Ah, ben alors, vous voyez. Et puis, et plus, mais. Donc, et en fait, c'était une émotion ingérable, quand même. C'est-à-dire l'émotion ingérable chez lui, donc l'émotion mystique, l'émotion, la piété, l'extase mystique, voilà, la prière, le faisait décoller. Le faisait décoller. C'était, on est vraiment sur un phénomène, et c'était chaque fois les raisons. Jamais il a dit, on lui a dit alors. Décoller, faites-nous une expérience. Mais quelle que soit la raison, et parfois juste une jolie fleur, un beau coucher de soleil, pof, il était... Voilà. Alors, j'ai vu quelque part, je ne sais pas si c'est sous votre plume, mais qu'il lui était arrivé même de s'envoler en tenant un agneau, un animal. Oui, alors évidemment, après, il y a parfois de l'exagération. Ça peut être on a de la légende. Celui-là, il n'est pas, par exemple, cet exemple-là n'est pas dans vos documents. Bon. Après, évidemment, tout le monde... Près de Coriche, après, effectivement. Voilà. Donc, en tout cas, ce dont on est sûr, par exemple, prenons les témoignages
témoignages des papes et des rois, parce que là, on est vraiment sur du lourd. Et puis, alors, un des témoignages les plus solides, c'est le prince allemand Jean-Frédéric de Brunswick. Alors, c'est intéressant parce qu'il est venu en 1651 pour confondre un simulateur, encouragé par la superstition dévote. Parce que le prince de Brunswick est un luthérien, un protestant convaincu, il repartira catholique. Après avoir contemplé les prouesses aériennes de Joseph, donc signe de sa foi, cet homme va se convertir. Alors Jean-Pierre Garnier-Mallet, il y a ce qu'on vient de dire. Bon, c'est difficile évidemment à avaler, si j'ose dire. Bon, mais c'est pas le seul mystique. Il y a d'autres histoires de mystiques comme ça dont on dit qu'ils ont lévité. Quel est votre regard de scientifique là-dessus ? Mon regard est assez simple dans une explication liée à la dualité de l'univers, à savoir ce corps énergétique et ce corps physique que nous avons. Nous ne savons pas encore utiliser notre corps énergétique dans les fonctions qui lui sont propres. Oui, mais là, c'est le corps énergétique qui va être, si j'ose dire, le moteur de l'affaire, parce que c'est le corps physique qui flotte dans l'air. Oui, mais regardez une chose qui est intéressante. Tout le monde a du sommeil paradoxal. Bon, ce sommeil paradoxal, c'est la libération du corps énergétique. D'accord. Qui est lié à l'antigravitation. Notre corps énergétique est lié à l'antigravitation. Notre corps physique est lié à la gravitation. Donc, plus vous avez de gravitation, plus vous allez avoir d'antigravitation, parce que le rapport est toujours le même. 333 millièmes, 666 millièmes. À propos, il y a un scientifique qui m'avait dit, vous parlez de 666 millièmes, ça sent le soufre. Ah, le chiffre du diable. L'inquisition est partout. Oui. Et alors, si vous avez justement un corps énergétique qui se libère avec l'antigravité, quand la gravité est grande, l'antigravité est grande. Quand est-ce que la gravité est grande ? La nuit, puisque le Soleil est derrière la Terre. Donc, vous allez avoir une décorporation facile la nuit. Or, le sommeil paradoxal, c'est prouvé, n'existe pas entre 11h du matin et 5h de l'après-midi, heure solaire. Alors, donc, ça ne sert à rien de faire la sieste si on veut rêver. D'accord. Rien. D'accord. Oui, mais quand on dit la messe vers 11h en général, donc Saint-Joseph, il allait faire ses tours d'église quand même en pleine journée. Oui. Oui, mais attendez. Oui. C'est des cas exceptionnels. Là, ce ne sont pas... Mais pour vous, c'est la densité de sa pensée, de sa ferveur, alors, voilà. de sa... Voilà. Qui en fait contrarie la gravité. C'est un dérèglement. On va se retrouver dans un instant parce qu'on a encore beaucoup de choses à évoquer. Les aventuriers de l'impossible. RTL. Les aventuriers de l'impossible. Jacques Pradel, Didier Van Kovlart. Sur RTL. Et notre invité, Jean-Pierre Garnier-Mallet, que nous avons invité parce que c'est un scientifique, qui travaille beaucoup sur le temps et sur ces notions qui peuvent permettre d'expliquer ou en tout cas d'ouvrir des pistes de réflexion pour essayer de comprendre des phénomènes aussi incroyables, aussi impossibles que la lévitation. On parlait donc de Saint-Joseph de Cupertino, mon saint patron. Comment est-ce qu'il a terminé ses jours ? Donc, on l'avait cloué au sol pour interdire ces meetings aériens. Oui. Et bien, on l'avait transféré, alors à 2 reprises chez les Capucins, où il y jouissait d'une telle popularité que le nouveau pape Alexandre VII, qui avait succédé à Innocent X, le délocalise au bout de 4 ans et là le fait mettre carrément au secret. Personne ne vient. Alors, il y a des protestations de la reine Christine de Suède, du roi de Pologne, qui réclament en vain une audience auprès de leur frère volant. Ils sont tous accros. Et on l'appelait vraiment le frère volant. C'est pas nous qui avons inventé la formule tout à l'heure. Libérez notre frère volant, écrivait la reine Christine de Suède au pape Alexandre VII. Et ça faisait vraiment des incidents diplomatiques. Et parce que ils n'étaient pas simplement accros au spectacle de la lévitation, mais à l'état dans lequel ça les mettait eux-mêmes, disait-il, le spectacle de ce que pouvait faire cette piété, cette innocence au sens un peu psychologique du terme. Rappelons, c'était vraiment un idiot du village, c'était un ravi de la crèche. Et voilà, cet homme a terminé sa vie, donc malade en plus, parce que le fait de s'élever n'empêchait pas les maladies terrestres. Et le dernier témoignage qui le concerne, c'est celui du chirurgien Francesco de Piepolo, qui est venu cautériser une plaie sur la jambe droite de Joseph. Et il lui dit, écoutez, vous ne pouvez pas arrêter de léviter pendant que je vous opère.
c'est extraordinaire. Et donc ça s'est attesté là C'est encore un des dans témoignages qui a été fourni lors de alors là, c'est le l'instruction témoignage du procès, médical, absolument, de toute l'équipe médicale qui est là. Et alors, 100 ans plus tard, après l'enquête du cardinal Lambertini, dont on le disait, il sera remis en odeur de sainteté. Joseph de Cupertino sera béatifié, puis canonisé, et on fera de lui, Jacques, votre saint patron, le celui saint patron des pilotes d'avion, voilà, mais pas que. Ah. Il est aussi le patron des handicapés mentaux, Ouais. et plus curieusement, des candidats aux examens. Alors, est-ce que c'est à cause du trac, de la timidité, de la pression d'angoisse qui l'a amené à dépasser ses limites toute sa vie? Question reste posée. Écoutez, pour ceux qui nous écoutent peut-être et qui ont un rattrapage pour le bac à la rentrée, ça vaut Priez peut-être la Saint-Joseph peine. et ça fera décoller vos résultats. Oui. Mettez donc une petite bougie à Saint-Joseph de Cupertino. Alors, je voudrais pas qu'on quitte les mystiques sans parler quand même un mot quand même de Sainte Thérèse d'Avila, parce que ça veut dire déjà on est toujours chez les mystiques, mais là c'est une femme. Oui, et alors elle contrôle. Et elle donne, c'est la première. On a parlé de Saint François d'Assise. Il y a d'autres mystiques, mais elle est la première non seulement à contrôler le phénomène, c'est-à-dire à se mettre en état de méditation, de prière et à l'éviter, mais à donner la recette. Dans ses mémoires, dans son texte autobiographique, Le Château intérieur, qu'on peut lire, qui a été republié aux éditions du Cerf en 2003, elle donne cette recette inscrite dans un processus de perfectionnement psychique en 7 étapes: discipline, concentration, patience, contemplation, conscience, félicité intérieure et béatitude dans l'union mystique. Et alors, ce sont les étapes en fait fixées par les maîtres zen. Et là, c'est une technique tout à fait orientale, d'où l'explication peut-être de ce contrôle psychique de l'antigravitation qui est si rare chez les chrétiens. Mais elle ajoute, la lévitation est une faiblesse de l'âme. Car arriver à se mettre en état justement de lévitation, c'est très bien, mais il faut en faire autre chose en notre esprit. Et ça, elle s'en voulait de ne pas réussir à s'empêcher de décoller. Et il faut lire vraiment, c'est un texte magnifique, Le Château intérieur, Thérèse d'Avila, qui elle est une vraie intellectuelle, c'est le contraire absolu, si vous voulez, psychologiquement, intellectuellement de Cupertino. Et c'est intéressant de voir que les deux couvrent vraiment un si large éventail psychologique. Alors évidemment, on reste à savoir comment ça se déclenche effectivement, même si on applique la recette de Sainte Thérèse d'Avila, on n'est pas prêt peut-être d'arriver, enfin il faut s'y mettre. Mais l'autre question, c'est évidemment à quoi ça sert tout ça, et est-ce que c'est un privilège qui ne touche que quelques humains sur la planète? Peut-être Jean-Pierre Garnier-Mallet peut nous éclairer là-dessus. Oui, je pense qu'elle a tout à fait raison de dire que c'est quelque chose qu'il ne faut pas faire, parce que vous touchez à une énergie qui est très peu connue, qui est pourtant que vous utilisez tout le temps, c'est la pensée. Les scientifiques ont un mal fou à croire que la pensée puisse être énergie. Pourquoi ? Parce que l'énergie, c'est Einstein, c'est de la masse. Bon, donc si vous pensez, vous perdez de l'énergie. On sait très bien que ce n'est pas le cas. Sinon, il y aurait des gros, des maigres en fonction des pensées, ça serait assez bizarre. Mais comment expliquer les échanges d'informations entre temps différents, si ce n'est d'utiliser ce que j'ai dit tout à l'heure, des temps imperceptibles. Donc en fait, dans un temps imperceptible où vous pensez, vous fabriquez la conséquence de votre pensée dans un temps que vous ne percevez pas, et il vous vient une réponse à votre pensée. Et cette réponse, c'est une autre pensée qui vous vient d'un autre temps et qui fait qu'il y a échange instantané d'énergie. C'est-à-dire que le fait de ne pas récupérer totalement cette énergie uniquement au service de la pensée ou de l'énergie spirituelle, c'est ce qui fait l'éviter. C'est un effet secondaire indésirable. C'est-à-dire que quand vous pensez quelque chose, il vous faut absolument récupérer ce que vous pensez pour avoir équilibre d'énergie. Or, les gens ignorent cela. Quand vous pensez à quelque chose de détestable et que vous fabriquez un potentiel détestable, vous n'avez pas envie de vivre ce potentiel détestable. Donc, vous ne récupérez pas l'énergie que vous avez dépensée. Par contre, si vous contrôlez en effet votre pensée pour récupérer ce qui vous permet de vivre, vous avez un équilibre. Mais si vous récupérez de trop, on peut dire l'inverse. C'est à ce moment-là que on
on reçoit Thérèse d'Avila, qui justement considère que c'est un dérèglement. Et c'est ce que disait Padre Pio aussi, qui lui était connu aussi pour des lévitations qu'il essayait d'empêcher, parce que, comme disait de lui son grand ennemi au Vatican, le père Agostino Gemelli, président de l'Académie pontificale des sciences, il lévitait n'importe comment. Peut-être parce que c'était dans les moments de distraction, et là j'avais un ami qui était ambassadeur du Salvador près le Saint-Siège, qui avait demandé à le rencontrer et qu'il a trouvé un jour dans la salle d'attente, flottant au-dessus de son fauteuil, et Padre Pio lui a dit en se rasseyant: pardon, je prenais un peu de distance. Alors je crois qu'il est temps de sortir le train, les volets, de penser à l'atterrissage. Mais c'est pour mieux revenir très, très bientôt. Merci beaucoup Jean-Pierre Garnier-Mallet d'avoir accepté notre invitation. Merci de m'avoir. Et je rappelle les titres de vos 2 livres, Changer votre futur et La force de l'invisible, que les auditeurs pourront trouver évidemment sur rtl.fr. À bientôt Didier. À bientôt sur Terre.